Il est placé en garde à vue. Il ne va rien dire, rien admettre, rien reconnaître, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'il est l'auteur de coups de couteau mortels portés sur la personne de Paula dans ce Porsche, un peu avant 19h. Maître Gerbis, ça fait longtemps qu'il nous raconte ces histoires de procès. Elles sont toutes plus prenantes les unes que les autres. C'est toujours passionnant d'avoir un œil à l'intérieur, de comprendre la justice, son fonctionnement, d'entendre comment on défend une victime. Car Maître Gerbier est avocat et il a fait un choix. Il ne défend que des victimes. Un jour est née l'idée de ce podcast, vous raconter l'évolution de l'arrivée du client jusqu'au verdict. Vous écoutez Hervé Gerbier raconte, aujourd'hui l'histoire de Paola. Quand des policiers arrivent sur une scène de crime dans les films, tout semble si simple. En réalité, ils ont l'obligation de réaliser la traçabilité de leurs opérations dans un procès-verbal qu'on appelle le procès-verbal de transport sur les lieux de constatation. Dans l'affaire qui nous occupe, ce procès-verbal de transport sur les lieux est coté à la cote D2, la deuxième pièce de fond du dossier pénal qui va concerner le meurtre de Paola par Grégory. Voici ce que dit ce procès-verbal de transport sur les lieux. À 19h08, agissant conformément aux instructions reçues par notre officier de police judiciaire et de ronde sur l'ensemble du secteur, à bord de notre véhicule sérigraphié et assisté des adjoints de sécurité, tous vêtus en tenue d'uniforme, faisant apparaître notre qualité et fonction. Nous trouvant sur Échirolles, nous recevons un appel de notre station directrice qui nous informe qu'une femme vient de se faire agresser à coups de couteau par un individu type européen, veste noire et jean sombre, 170 cm environ, porteur d'une sacoche noire. Les faits se sont produits non loin, à Grenoble. Nantis de ces renseignements, nous transportons rapidement sur les secteurs à la recherche de l'auteur des faits. Progressons en arrivant sur Grenoble. Empruntons diverses rues. Remontons le boulevard et les recherches s'avérant vaines, nous transportons dès lors au lieu de la scène de crime. Où étant à 19h10, constatons la présence d'un véhicule des pompiers qui se trouve au niveau d'un Porsche. Nous nous portons dès lors à leur niveau et constatons qu'il s'affaire à un massage cardiaque sur une personne gisant au sol avec beaucoup de sang à son niveau. Mettons en place un périmètre de sécurité aux abords, constatant dans un temps quasi concomitant l'arrivée du SAMU, qui très rapidement nous informe que la personne est décédée. C'est le procès-verbal de constatation d'une scène de crime. Paola, 20 ans, étudiante à Grenoble, domiciliée non loin de ce Porsche, chez sa maman, gît à même le sol, dans une mare de sang. Les enquêteurs vont immédiatement procéder aux premières constatations, ils vont boucler le périmètre, ils vont faire venir la police technique et scientifique, celle-là même qui remettra dans le dossier pénal, en code D84, le dossier technique de constatation. Les 59 photos de cette scène de crime, avec tous les détails que vous pouvez imaginer. Aussitôt identifiés, les policiers vont se rendre au domicile de Paola. Ils vont annoncer la terrible nouvelle à sa maman. Mais ils ne vont pas lui laisser le temps de pouvoir se remettre parce qu'il y a un auteur de crime à rechercher et bien évidemment les enquêteurs doivent imaginer toutes les pistes, y compris celles des petits amis de Paola. Sa maman raconte aux policiers qu'elle avait eu un précédent compagnon avec qui ça ne s'était pas très bien passé et
avec qui des disputes étaient fréquentes. Elle avait voulu déposer une main courante et finalement ne l'avait pas fait. Et puis, elle va donner le nom du compagnon actuel de Paula, Grégory. Les policiers vont donc lui demander de coopérer en appelant Grégory, sans lui raconter ce qui s'est passé, mais en lui demandant de venir au domicile de cette maman que l'on mobilise tout de suite pour aider les enquêteurs, alors qu'elle vient d'apprendre une terrible nouvelle. Elle appelle Grégory, il est chez lui, il réside lui aussi chez sa maman. Il est très hésitant au téléphone. Et finalement, il décide de venir accompagné lui-même de sa propre mère sur les lieux. C'est là qu'il est immédiatement appréhendé par les policiers. Il est 21h. Nous sommes 2 heures après l'appel des services de police et le procès-verbal de notification de début de garde à vue rappelle à Grégory l'ensemble des droits attachés à ce statut de gardé à vue. Grégory est un garçon d'une 20aine d'années. Physiquement, il est assez banal avec son jean, son t-shirt, ses baskets, telles qu'on le voit dans les photographies de la garde à vue, les cheveux courts. Il a presque un air de Bruce Springsteen quand on le regarde. Il est placé en garde à vue. Il ne va rien dire, rien admettre, rien reconnaître, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'il est l'auteur de coups de couteau mortels portés sur la personne de Paula dans ce Porsche, un peu avant 19h. Il y a des témoins. Il y a d'abord ceux qui ont vu ce jeune couple manifestement se disputer sous le Porsche. Cette voisine qui rentrait chez elle à vélo et qui indique que lorsqu'elle est arrivée sous le Porsche, elle a senti un malaise. Elle a senti une jeune femme fermée qui ne répondait pas aux interpellations de son petit ami. Elle a senti la surprise et elle a senti que face à cette surprise, eh bien, ils étaient en train de combler le silence entre eux. Elle les interpelle, bonsoir, elle rentre, elle dit qu'elle est vigilante parce que lorsqu'elle passe le Porsche, elle se demande si tout va bien pour cette jeune fille qui ne lui a pas répondu. Et puis elle les entend de loin, lui disant à Paula « Mais explique-moi ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu réponds pas ?» Mais la situation n'a pas inquiété plus que cela. Cette voisine qui est rentrée chez elle et qui apprendra que là où elle est passée, c'est désormais une scène de crime. Quelques heures plus tard, lorsque son compagnon reviendra au domicile, les pompiers seront affairés autour du corps de Paula. Et puis, il y a surtout ces 2 témoins visuels. Ils sont à 23 mètres du Porsche. Je dis 23 mètres parce que lorsque nous avons fait la reconstitution, c'est la distance qui a été mesurée entre le Porsche et ce parking où 2 individus attendaient, venaient d'avoir rendez-vous avec leur comptable et attendaient avant de repartir lorsque ils ont été saisis par une scène terrible, atroce. Ce que je vais raconter de leur déposition fera froid dans le dos. Nous étions, dit l'un d'eux, sur le parking du centre d'affaires, nous attendions. À un moment, j'ai entendu comme de l'agitation, il y avait des cris. Dans un premier temps, j'ai pensé à des jeunes qui se chamaillaient sans plus, un couple qui s'amuse. Puis j'ai entendu des appels au secours.
Une voix de femme qui criait « Arrête, au secours !» C'est mon ami qui a attiré mon attention. Il m'a demandé ce que je pensais de ces cris, se posait la question sur la réalité de l'amusement ou sur une vraie agression. Alors nous nous sommes un peu approchés, tout en restant sur le parking. J'ai alors vu un couple, un jeune homme et une jeune femme, se battre. La femme se trouvait sur une sorte de grosse marche en béton qui court tout le long du porche. Elle tentait de repousser son agresseur avec ses pieds. J'ai vu l'homme avec un couteau à la main tout faire pour avoir le contact avec elle. Quand il a réussi à être à portée de main, il l'a poignardée à plusieurs reprises. Je dirais une dizaine de coups au moins. J'ai vu qu'il avait à la main droite un petit couteau de type canif. Elle a continué à se débattre pendant les premiers coups, puis petit à petit, son énergie a baissé. Elle était moins virulente. La scène a été très courte. Rapidement, la femme ne bougeait plus et ne criait plus. Soudain, et c'est terrible ce que je vais raconter. Soudain, l'homme l'a saisie par les cheveux alors qu'elle se trouvait au sol. Elle était tombée sur la marche. Puis une fois qu'il l'a tenue par les cheveux, il l'a égorgée. Il n'a pas fait un grand geste, il a fait plusieurs petits coups comme s'il découpait quelque chose au niveau de sa gorge. Il se tenait sur le côté de sa victime, il lui tenait la tête avec le bras gauche tendu pendant qu'il coupait avec la main droite. Les cris de Paula ont été entendus par plusieurs appartements de l'immeuble et les policiers vont faire leur travail d'enquête de voisinage, entendre des familles qui ont entendu les cris et certains qui ont d'ailleurs appelé les policiers. Grégory est placé en garde à vue. Ses parents sont auditionnés parce qu'il faut le connaître au-delà de ce que lui va spontanément déclarer. Et la maman, bien évidemment protectrice, va parler de cet enfant de 22 ans avec son CAP carrelage en contrat de professionnalisation. Il habite encore chez eux. Il va de temps en temps sur Lyon pour faire sa formation et puis il a cette petite amie Paula depuis environ 1 an. Ce que dit la maman sur la relation, ils étaient fous amoureux l'un de l'autre. Ils ne faisaient que s'appeler toute la journée et ça lui arrivait de dormir de temps en temps à la maison. À ma connaissance, il n'y a pas eu de querelle récente. Ils étaient jaloux tous les deux. Ils avaient besoin d'être tout le temps ensemble. La jalousie. Ils étaient jaloux tous les deux, ils avaient besoin d'être tout le temps ensemble. Nous sommes il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans et nous parlons de la relation d'un couple en formation d'une 20aine d'années. La jalousie. Des études récentes ont démontré que les jeunes couples avaient malheureusement cette tendance à la jalousie et à la surveillance. En Australie, une étude de cette année 2025 a rapporté que pour les 14-20 ans, il était normal et même essentiel, disent-ils dans cette étude, qu'il y ait dans la relation de couple à la fois de la jalousie et de la surveillance. C'était le cas il y a 10 ans entre Paula et Grégory, comme le démontre d'ailleurs l'important dossier d'expertise technique numérique à partir des appels téléphoniques qui ont été retracés. Des dizaines de pages de SMS dans ce couple qui évoquent à la fois l'amour, mais en même temps la jalousie, la surveillance, le besoin d'être ensemble, de ne jamais se séparer. Je brûle d'impatience de te voir à chaque fois que je sais que je vais te voir. Tels sont les mots qu'ils s'échangent de façon récurrente. Je serai toujours là. Pour tout ce que tu veux, je serai toujours là. Je te le promets.
Tous ces messages, nous les avons dans le dernier acte d'instruction qui aura été fait. Dans cet acte qui rapporte les SMS, c'est plus de 100 pages de SMS qui ont été retranscrits par les enquêteurs. Il y a ces échanges quelques mois auparavant, 3 mois auparavant. Voilà ce qu'ils se disent. Si un jour tu te sépares de moi ou si tu me trompes, je serai plus bas que terre. C'est pas que je m'en fous que tu sois avec quelqu'un. C'est juste que j'ai un petit coup de blues et tu me manques. Je m'en fous que tu sois avec quelqu'un. C'est juste que j'ai un petit coup de blues et que tu me manques. C'est la jalousie. Paula est avec des amis et Grégory, qui n'est pas présent, eh bien, ce coup de blues. Je t'attends, princesse. C'est cette relation. Une relation complexe dans laquelle, d'ailleurs, la maman de Paula va dire « Ma fille, j'ai passé du temps avec elle. Nous avons passé une après-midi complète aujourd'hui. Et j'ai bien senti que ça n'allait pas. J'ai bien senti qu'elle n'était pas épanouie comme elle devrait l'être lorsque l'on est amoureux. J'ai l'impression que cette relation lui causait plus de tort que de bien. Il y a donc une certaine convergence dans ce que nous pouvons penser de cette relation vue par les parents de Grégory et vue par les parents de Paula. Lui est fou amoureux, attaché, jaloux, peut-être même possessif, et elle est dans une relation qui manifestement ne lui convient plus. L'enquête qui se poursuit sous le régime de la garde à vue va poser 2 problèmes aux enquêteurs. Les témoins ont identifié l'auteur habillé d'une certaine façon. Ce ne sont pas les vêtements que porte Grégory lorsqu'il vient sur la scène de crime. Et puis, il est à la recherche de l'arme du crime. Grégory ne dit rien. Il va donc falloir que les enquêteurs procèdent à une perquisition. Elle a lieu le lendemain à 8h30 au domicile de la maman de Grégory et en présence de celui-ci. Les enquêteurs pénètrent dans la chambre de Grégory. Ils lui demandent où étaient les vêtements qu'il avait hier dans la journée. Les vêtements qui ont été décrits par les témoins oculaires que j'ai évoqués tout à l'heure. Grégory répond de manière confuse aux enquêteurs. Ils insistent pour avoir la vérité. Grégory, 20 ans, baisse la tête, se met à pleurer, place ses 2 mains à plat sur son visage, puis après quelques secondes de silence, déclare spontanément que ça ne va pas, qu'il a pété un plomb hier soir. Il explique qu'il a dissimulé les vêtements dans un sac plastique blanc, sous un pont, à quelques dizaines de mètres de son domicile. Les policiers vont donc immédiatement aller à la recherche de ces vêtements et ils vont les retrouver. Effectivement, ils sont toujours là, sous ce pont, et ce sont les mêmes vêtements qui ont été identifiés par les témoins. Reste alors à retrouver l'arme du crime. Elle a, elle aussi, été cachée dans une bouche d'évacuation des eaux pluviales située sous un passage souterrain qui n'est traversé que par des piétons et des cyclistes, proche des voies ferrées. C'est une arme de catégorie D. Elle mesure 7 cm de couleur gris anthracite. C'est un couteau à cran d'arrêt. Il a cette particularité que le cran d'arrêt est abîmé, qu'il ne s'ouvre pas facilement, qu'il faut le manipuler avec force
pour qu'il puisse effectivement s'ouvrir. L'enquête semble aller vite. Grégory avoue. L'arme du crime a été retrouvée. Les témoins oculaires sont formels. Ils l'ont identifié. Reste plus pour les enquêteurs qu'à avoir les éléments de mobile, savoir ce qui s'est passé sous ce Porsche. Grégory va rester taisant pendant tout le temps de sa garde à vue, y compris lorsqu'il est déféré devant le juge d'instruction pour son interrogatoire de première comparution. Il est assisté de son avocat et le juge d'instruction va lui poser des questions assez classiques dans un cas de figure comme celui-ci. Expliquez-nous quelles étaient vos relations avec Paola. Est-ce que certaines de vos disputes ont été l'occasion de violences? Décrivez-nous votre journée avant les faits. Et enfin, décrivez-nous les faits. On est allé juste en bas de chez elle pour discuter parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Elle devait rentrer chez elle pour 19h. Je lui demande comment s'est passée sa journée en détail, sa discussion avec son grand-père et sa mère. Elle est restée vague et froide. Pourquoi, je ne sais pas. Quand je lui demande pourquoi elle est énervée, elle me répond qu'elle a passé une sale journée. Elle ne m'en veut pas particulièrement, elle ne me reproche rien. On s'est posé sous un porche derrière chez elle. C'était un endroit où on avait l'habitude de se voir. On a discuté. Et on est venu à mes absences ce jour-là. Et du fait qu'elle avait la mort contre moi, que je reste avec mes amis, mais en fait j'avais l'intention d'aller la voir. C'est ce que je lui réponds. Il était tard donc elle devait rentrer, alors que le sujet de la discussion n'était pas du tout celui-là. Elle m'a dit spontanément qu'elle m'avait trompé et avec plusieurs personnes et sans me dire avec qui. Elle était froide, je lui avais demandé ce qui se passait. Elle m'a dit qu'elle m'avait trompé. Après ça, je m'en souviens plus, c'est flou. Je me rappelle plus de ce moment-là, je ne sais pas à quoi je pense, ni ce qu'elle fait, c'est le blackout. Le juge d'instruction l'interroge. Le blackout? Pourtant, il est parti tranquillement, disent les témoins. Pourtant, il est parti cacher ce couteau dans une bouche d'égout. Pourtant, il est rentré chez lui, se changer, puis ressorti, cacher ses vêtements. Pourtant, il a simulé qu'il n'avait pas de nouvelles de Paola. Parce que l'étude des relevés téléphoniques va démontrer que, immédiatement après la scène de crime, il va envoyer des messages à Paola lui demandant « Mais où est-elle? Pourquoi tu n'es pas à notre rendez-vous? Parce que nous avons les autres SMS où il se donne rendez-vous. » Alors il va imaginer immédiatement. Nous sommes à moins de 10 minutes du crime. Envoyer des messages à Paola pour lui dire qu'il la cherche, qu'elle n'est pas au rendez-vous. Il va envoyer des messages à certains de ses amis pour dire qu'il est inquiet parce qu'il avait rendez-vous avec Paola, mais qu'elle n'est pas présente. Grégory ne dira rien devant le juge d'instruction et pire, alors que le juge d'instruction le place en détention provisoire, il fait appel immédiatement de sa mise en détention. Bien évidemment que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, qui est saisie de cette demande de mise en liberté, 15 jours après va statuer et va rejeter cet appel. Va rejeter cet appel d'autant plus que elle aura en main un nouvel élément qui est le rapport d'autopsie médico-légale. Une autopsie a été réalisée de façon assez classique, ainsi qu'une autopsie réalisée par scanner. La conclusion est claire. Le décès de Paola est secondaire aux multiples plaies par instruments piquants et tranchants. Plaies postérieures et antérieures, plus particulièrement des plaies cervicales, ayant entraîné un choc hémorragique externe en raison de plaies vasculaires cervicales et une atteinte neurologique, avec une possible dépression respiratoire par section partielle de la moelle cervicale, aggravée
par des plaies pulmonaires gauches à l'origine d'un hémopneumothorax gauche. Dans un cas comme celui-ci, la question que nous posent toujours les familles de victimes est de savoir si la personne a souffert, si on pouvait la sauver, si une intervention rapide aurait pu permettre, avec un massage cardiaque adapté, d'empêcher la mort. Et les rapports d'autopsie ont vocation à répondre à cette question. Voici ce que disent les 2 médecins légistes. Ces plaies cervicales, compte tenu de leurs caractéristiques, apparaissent létales, sans ressources thérapeutiques, même immédiates. Autrement dit, lorsqu'elle est touchée par des coups de couteau sur la région cervicale, personne ne peut plus rien faire. Le décès est quasi immédiat. Bien évidemment que Grégory va être entendu plusieurs fois par le juge d'instruction qui va le confronter à ces différents éléments, qui va lui parler des témoins qui l'ont vu porter différents coups de couteau, égorger Paola, qui va lui mettre en évidence que le couteau, pour qu'il fonctionne, il faut l'actionner, et que pour l'actionner, parce qu'il est abîmé, il faut vraiment le vouloir. Et pourquoi ce couteau dans cette sacoche? Pourquoi être venu à ce rendez-vous avec sa petite amie avec ce couteau? Cette question-là va tarauder mes clients du premier jour de notre rendez-vous. La présence de ce couteau dans la sacoche de Grégory, dans ce moment de rencontre qu'ils présentent comme amoureux, signe pour eux la volonté préméditée de tuer sa compagne. Autrement dit, nous ne serions pas sur un meurtre simple, mais sur un assassinat. C'est en ce sens que l'instruction va se poursuivre, et c'est en ce sens que le juge d'instruction, à l'issue de ces opérations de transport et de reconstitution, avec le dossier qu'il a, va ordonner le renvoi de Grégory devant la cour d'assises de l'Isère. Ce que dit le juge d'instruction dans son ordonnance est exposé ainsi. Grégory ne conteste pas être l'auteur des multiples coups de couteau ayant entraîné le décès de Paola. La multiplicité des coups, leur localisation à la gorge dans un schéma d'égorgement, ne laisse aucun doute sur l'intention homicide, au point que les médecins légistes ont établi que la victime, même si elle avait immédiatement été secourue, n'avait aucune chance de survivre à ses blessures. Dans un contexte de tension avec une victime qui ne supporte plus l'extrême jalousie du mis en examen, Grégory, obsédé par sa peur de perdre Paola, a manifestement anticipé une rupture et s'est présenté avec un couteau au rendez-vous convenu avec cette dernière. Ses déclarations sur la détention habituelle de ce couteau, lame ouverte dans une sacoche, paraissent peu crédibles. De même, son attitude consistant immédiatement après les faits à se constituer un alibi en envoyant des textos et en appelant pour demander des nouvelles de la victime est radicalement incompatible avec l'état de panique allégué et démontre au contraire une préparation de l'acte criminel. Ces éléments démontrent le dessein formé avant l'action de commettre un homicide au sens de l'article 132-72 du Code pénal. Autrement dit, c'est la qualification la plus grave d'un point de vue criminel, c'est l'assassinat. Et Grégory est renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère pour assassinat. L'audience va durer 5 jours, j'accompagne la maman, le papa, ils sont tous les deux séparés, et le frère de Paola. C'est une audience lourde parce que, bien évidemment, c'est le décès d'un enfant. Paola a partagé la passion de la moto avec son papa, la passion
de l'art avec sa maman et était très proche de son frère. Et puis il y a cette scène horrible qui va être décrite pour les jurés devant cette salle de cour d'assises avec la projection des photos de l'autopsie et du scanner. Des moments qui sont d'une intensité que l'on a du mal à imaginer. Et avec beaucoup de dignité, mes clients vont se préparer pour déposer, pour expliquer leur conviction sur cette affaire, expliquer la vie de Paola et la perte qu'ils ressentent. Ce moment est important parce que dans un procès pénal, il y a peu de temps consacré aux victimes. On passe beaucoup de temps à l'examen de personnalité de l'auteur, à son parcours, aux faits, et peu de temps finalement pour parler des victimes, peu de temps pour parler de Paola, de cette jeune femme de 20 ans, souriante, à l'avenir prometteur. Je sais, nous savons, parce que je les y ai préparés, que cette audience sera difficile, rien n'est acquis. Rien n'est acquis, nous avons toutes les pièces, un dossier qui est complet, l'expertise psychologique et psychiatrique qui a été réalisée à propos de Grégory vont d'ailleurs toutes les deux mettre en avant qu'il n'y a pas d'anomalie mentale au sens pathologique, il est bien responsable de ses actes. On retrouve, c'est vrai, on retrouve une personnalité dépendante, disent les experts, organisée à partir d'une blessure narcissique et qui offre un fonctionnement mental fragile qui, dans ces circonstances passionnelles, n'a pas permis de contenir un mouvement impulsif. Celui-ci se soutient d'un mouvement haineux, non conscientisé, visant à faire taire une souffrance psychiquement inébranlable. Autrement dit, les expertises viennent donner du sens à la stratégie de défense de Grégory. Il indique qu'il a toujours ce couteau avec lui. Oh, peut-être parce que, diront certains, à Grenoble, on a toujours un couteau dans sa poche. Il a toujours ce couteau avec lui. Et il indique qu'il rappelle cette scène où Paola lui dit qu'elle l'aurait trompé, il ne l'aurait pas supporté, se serait disputé. Autant vous dire que ce mobile ne tient pas pour les parents. Paola est quelqu'un de fidèle. Trop fidèle. Trop fidèle parce qu'elle s'est enfermée dans sa relation avec Grégory. Il ne croit absolument pas à la thèse présentée par celui-ci. Reste que c'est la thèse qu'il soutient. Reste que, en matière pénale, s'il y a un doute, ce doute doit profiter à l'accusé. Et cet accusé qui se présente a la même physionomie que ces photographies que j'évoquais tout à l'heure en garde à vue. Ce visage un peu à la Bruce Springsteen. Un jeans trop grand, un t-shirt. Pas de casier judiciaire, pas d'antécédents. Inséré professionnellement. Avec un entourage qui le décrit de façon élogieuse. Son employeur le décrit de façon élogieuse. Tout cela et le bénéfice du doute vont jouer en sa faveur. Ils vont jouer à sa faveur et la cour d'assises de l'Isère, dans la décision qu'elle rendra à peu près 2 ans après les faits, ne retiendra pas la qualification d'assassinat. Le parquet général lui-même, lorsqu'il requiert après 4 jours d'audience, ne retient pas la qualification d'assassinat. En revanche, l'intention homicide, la volonté de tuer est retenue. Elle est indiscutable. Grégory sera donc condamné à la peine d'emprisonnement de 20 ans.
20 ans, c'est à l'époque, et encore aujourd'hui, pour des homicides, les peines les plus graves. Je le sais, les professionnels du droit le savent, mais c'est difficile à expliquer aux parents. C'est difficile de faire comprendre que 20 ans, c'est une perte lourde lorsque eux, vous disent-ils, ont pris une peine à perpétuité. Ils sont forcément déçus. Et malgré tout le travail d'accompagnement que nous avons pu faire pendant ces 5 jours d'audience, malgré la préparation à ce possible délibéré, je sais que le procès pénal n'aura pas eu la valeur thérapeutique que parfois on lui accorde. La page ne peut pas se tourner. La page ne peut pas se tourner et nous tenterons de la tourner dans le cadre de la dernière phase d'accompagnement. C'est la reconnaissance de la qualité de victime et l'évaluation, la réparation des préjudices causés. La réparation financière, certes, mais c'est la seule méthode de réparation que notre droit connaît. Nous avions la volonté de faire reconnaître qu'au-delà de la souffrance morale classique indemnisée par les tribunaux, il y avait quelque chose de supplémentaire dans la souffrance de la famille de Paola. Il y avait ce que l'on appelle un deuil pathologique. Ce deuil insurmontable à tel point qu'il a des répercussions dans la vie quotidienne. Nous avions alors, à ce moment-là, un autre combat judiciaire à gagner devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la CIVI. C'est de faire reconnaître qu'au-delà de la peine indemnisée de façon distincte, forfaitaire, il y avait à indemniser un deuil pathologique. Il va falloir que chacun se soumette à des expertises, explique sa peine, explique son parcours, explique le retentissement. Et c'est vrai qu'on ajoute à tout ce parcours judiciaire un autre parcours tout aussi compliqué lorsqu'il faut, devant l'expert médical, judiciaire, psychiatrique en l'espèce, raconter sa vie, raconter sa peine. Mais au bout du compte, ils seront entendus. Et dans une décision définitive, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Grenoble indemnisera d'abord le préjudice d'affection. Ensuite, ce que l'on appelle le deuil pathologique. Le préjudice d'affection rappelle la CIVI et le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. Ça correspond à l'atteinte à un sentiment qui pourrait exister sans conséquences pathologiques, mais qui peut donc se cumuler avec l'atteinte à l'intégrité psychique et la réparation de cette atteinte. C'est une victoire judiciaire parce que le fonds de garantie chargé d'indemniser les victimes en lieu et place des accusés, le fonds de garantie s'était opposé à ce que la CIVI, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, indemnise à la fois le préjudice d'affection et en même temps le deuil pathologique, considérant que l'un et l'autre étaient la même chose. Or non, nous avions bien indiqué que juridiquement, il convenait de distinguer ce préjudice, cette peine à vie, mais surmontable, sans conséquences pathologiques, du deuil qui, lui, porte atteinte à l'intégrité psychique de celui qui le vit. Nous avons gagné ce combat judiciaire. Cette décision fait dorénavant jurisprudence et nous l'utilisons encore aujourd'hui dans d'autres affaires. C'est peut-être la seule chose positive que nous pouvons
ressortir de cet accompagnement judiciaire, c'est qu'in fine, ce combat qui a été mené par les parents de Paola dépasse aujourd'hui leur simple parcours. Il va au-delà de leur parcours et il est aujourd'hui un élément important pour faire reconnaître à d'autres victimes, dans des cas similaires, la possibilité d'être correctement reconnus. Vous avez écouté Hervé Gerbier raconte, un podcast produit par Victimes et Préjudice Avocats, réalisé par Alcat Media, musique Alon Peretz. À bientôt.